poser cette question. Au moment de la mise en place de cet organisme, ça fait à peu près 30 ans, on se disait que d'autres outils seraient suffisants pour avoir des outils indispensables pour assurer la sécurité. Aujourd'hui, on voit qu'il n'en est rien, surtout pour la région asiatique. Ces outils sont nécessaires et ils demandent d'être perfectionnés. À l'époque, l'auteur de la mise en place de ces structures, c'est le premier président du Kazakhstan, M. Nazarbayev. Et vous voyez, il ne remplit plus cette fonction, mais la structure est toujours là. Le Kazakhstan a organisé de mettre en place sur sa base une structure et c'est le même chemin qu'a parcouru l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe qui a fini par prendre le statut d'organisation. C'est quelque chose qui est à la demande non seulement sur le continent européen, mais aussi en Asie. Je ne vais pas les lister toutes, vous les connaissez toutes sûrement. À mes yeux, c'est quelque chose qui est demandé et tous les participants ont soutenu cette idée. Je vous en prie. Bonjour, je représente le journal Izvestia. On vient d'avoir la fin du forum la Russie et l'Asie centrale. Est-ce que vous en pensez? Est-ce que la Russie est toujours intéressante comme pays pour les pays de l'Asie? Encore plus, je pense. Les volumes d'échanges augmentent et le rythme est beaucoup plus élevé par rapport aux années passées pour certaines raisons qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Et nous sommes en train de développer de nouvelles chaînes d'échanges logistiques qui passent pour beaucoup par cette zone-là. Les pays de la région, c'est de leur intérêt. Au point de vue de la coopération, il y a de nouvelles besoins qui apparaissent. C'est aussi vrai au point de vue du développement des propres compétences des participants. Et puis il y a des entreprises qui sont depuis longtemps passées à l'oubli et nous avons la possibilité de le faire sur une base technologique absolument nouvelle. C'est possible de le faire dans les pays d'Asie centrale. Pour nous, c'est intéressant et c'est aussi intéressant pour nos partenaires. C'est ça la première partie. La deuxième partie, c'est comment faire, comment organiser, par exemple, le fonctionnement dans la sphère financière, le passage à des devises nationales, comment faire pour organiser le passage des informations financières. Là, il y a beaucoup de points spécifiques et là, pour la solution, c'est vraiment de l'intérêt de nos partenaires d'Asie centrale. Je ne parle pas des problèmes de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme. Même chose en Afghanistan. Oui, nous en parlons dans le cadre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération et au niveau de la communauté des États indépendants. Mais pour choisir tel ou tel format, c'est pas quelque chose qui serait de trop, surtout que c'est vraiment répond à la demande. Ce que je répète, sur le plan bilatéral, nous travaillons avec nos partenaires, avec nos alliés. Mais quand nous nous réunissions dans un format comme c'est le cas aujourd'hui, il y a un autre participant, la Russie, donc nous regardons les choses non seulement au travers des contacts bilatéraux, j'en ai parlé aujourd'hui, nous allons essayer de chercher des projets et des axes de coopération qui intéressent la région dans son ensemble. Vous savez, apparemment c'est la même chose, mais on le regarde de notre côté et c'est une vue qui pourrait intéresser tout le monde. Ça, c'est la chose suivante. Autre chose, les collègues du Turkménistan, le collègue du Turkménistan a dit que pour les pays d'Asie centrale qui n'ont pas de débouché sur l'océan Indien mondial, cette coopération avec la Russie, c'est quelque chose de très intéressant et il s'agit là d'essayer de rechercher des contacts dans ce sens qui nous intéresse nous aussi. Ça va dans le sens de nos intérêts par rapport à d'autres partenaires. C'est vraiment opportun. Bonjour, agence Interface. C'est pas secret que certains pays sur l'espace post-soviétique sont réticents par rapport aux événements en Ukraine.
Vous avez déjà rencontré vos homologues dans le cadre informel de la Suisse. Qu'est-ce que vous en pensez à propos et sur le fond des hostilités qu'on continue en Ukraine? Cette unité sur l'espace de la Suisse, est-ce que c'est renforcé? Est-ce qu'il y a des tendances négatives? Comme vous voyez, tout passe, tous ces formats s'avèrent fonctionnels, donc c'est des choses qui sont demandées, ce qui veut dire que nos partenaires souhaitent de travailler sous des formats qui sont là. Mais nous faisons attention à certains événements qui sont liés avec les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, à ce qui se passe entre le Tadjikistan et la Kirghizie. Nous le connaissons bien, nous tous, bien sûr. Les partenaires s'intéressent et s'inquiètent du développement futur des relations sur l'axe russo-ukrainien. Mais ça fait l'objet de discussions, c'est la vérité, il n'y a rien d'inattendu là-dedans. Nos partenaires, nous les informons en détail et nous leur exposons notre point de vue. Mais ça n'a aucun impact sur la qualité, sur la profondeur, sur la qualité des relations de la Russie avec ces pays. Je vous en prie. Bonsoir, Jean Stas. Hier, vous avez rencontré les leaders de Kirghizie et de Tadjikistan. Comment est-ce que s'est déroulée cette réunion et quels étaient les résultats de cette réunion? Et c'est passé de manière constructive cette réunion. Quand vous avez dans la phase assez chaude le relationnel, quand il s'agit de trouver des points de contact, c'est pas vraiment facile, mais moi je pense que nous avons réussi à le faire. De toute façon, il va être fait tout ce qu'il faut pour la non-reprise des hostilités et autre chose. C'est très important. Les partis feront des pas nécessaires pour le retour des réfugiés. Un autre élément substantiel et d'importance, il est de dire nous n'avons pas la prétention de tenir le rôle de médiation ou d'intermédiaire, bien qu'il y ait eu des demandes dans ce sens, mais les partis nous ferons connaître leur manière de voir les choses et nous, de notre côté, nous allons essayer non seulement de les évaluer, mais nous les utiliserons pour la recherche de solutions dont nous disposions. Il s'agit des documents qui pourraient constituer la base des éventuels accords possibles. Je pense à ce qu'à Moscou, parfois, vous avez même plus d'informations véridiques entre les républiques fédérées. Nous allons regarder ces documents, ces textes, ces cartes avec les collègues. Nous allons ensuite rechercher des solutions. Sur ce plan, la réunion a été très utile. Pavel Zarubin, chaîne de télévision de la Russie. J'aimerais vous poser une question qui intéresse beaucoup de gens en Russie. On n'a pas discuté jusqu'à la fin le rôle de l'Allemagne dans le conflit en Ukraine. Et si la chancelière Merkel avait une position assez réservée, son homologue Scholz a commencé à faire beaucoup de choses beaucoup plus graves. Et maintenant, on regarde et voit comment, avec quelle facilité, l'Allemagne a bien oublié ce qui avait été fait par la Russie et bien changé les pages des réconciliations entre le peuple. Et maintenant, nous voyons des choses inimaginables où les armes allemandes tuent les gens russes. Vous êtes le spécialiste sur l'Allemagne. Comment est-ce que vous pourriez expliquer tout ce qui se passe actuellement et quelles seront les conséquences sur le futur des relations entre la Russie et l'Allemagne? Ça, c'est le choix de ceux qui ont pris de manière légitime le pouvoir dans tel ou tel pays. Il s'agit de l'Allemagne. C'est à eux de déterminer ce qui est plus important, remplir des engagements d'alliés tels qu'ils les voient, ou alors les garanties des intérêts de leur propre intérêt, des intérêts de leur peuple. En juger parce que vous venez de dire, ce qui est la priorité, c'est plutôt des engagements d'alliés de la République fédérale dans le cadre de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Est-ce juste ou non? À mes yeux, c'est une erreur. Et ceux qui la paieront, c'est le business, c'est l'économie, c'est les citoyens de la République fédérale. Parce que cela a des conséquences politiques négatives pour tout le monde, tout spécialement pour l'Allemagne. Mais
il y en a peu qui tiennent compte des intérêts de ce pays, y compris ceux qui ont dynamité le Nord Stream 1 et le Nord Stream 2. Il y avait quand même un élément de sûreté. Le cas échéant, on pourrait toujours le mettre en marche. C'est vrai qu'il y a une voie, comme je le dis à Moscou, semble être fonctionnelle, mais la décision n'est pas prise et il est peu probable qu'elle soit prise. Mais c'est plus une autre affaire, c'est l'affaire de nos partenaires. De quoi se guident les dirigeants de tel ou tel État, c'est leur affaire à eux. Moi, je viens de vous exposer ma version à moi et je crois que c'est là le fond du problème. Mais pas tous ensemble. Marie Finochna, Arte International. Bonjour, Monsieur le Président. Avant votre visite en Kazakhstan, vous avez rencontré le président des Émirats Arabes Unis ici à Astana avec son homologue turc. Et comment est-ce que vous avez discuté de la situation en Ukraine et probablement les leaders de ces pays ont fait part d'une quelque position exclusive de Kiev et qui est seulement connue pour eux. Et en plus, la presse turque écrit qu'Ankara actuellement essaie d'organiser les rencontres entre la Russie et l'Ukraine avec la participation des États-Unis, la France et l'Allemagne ici à Istanbul. À votre avis, est-ce que ce serait réel cette rencontre et ce serait efficace et surtout si Kiev ne participe pas, est-ce que ce serait raisonnable d'après vous d'inclure dans ces négociations l'Inde et la Chine? Alors, comme nous le savons, le président de la Turquie, M. Erdogan, a déjà joué un rôle remarquable pour résoudre un certain nombre de problèmes, tout spécialement les échanges. Il s'est associé personnellement à ce travail et on le sait, le résultat, il est là. Nous lui en sommes reconnaissants parce que nous avons pu récupérer nos militaires, nos officiers, entre autres. Ça, c'est la première chose. Et puis, il a été un participant actif pour l'exportation de blé depuis l'Ukraine. C'est vrai que ce blé ne va pas où ce n'est que le minimum qui va finir dans les pays les plus pauvres du monde. C'est notre problème. Nous allons parler avec lui aussi. Hier, il s'est prononcé pour la nécessité de structurer ces flux de blé de manière à ce qu'ils soient dirigés avant tout vers les pays les plus pauvres. C'est au secrétaire général de l'ONU à travailler là-dessus. Je sais qu'il travaille, mais tout ne va pas sans problème pour lui. Les Émirats Arabes Unis sont de leur côté à tenir le rôle d'intermédiaire. Ce qu'il faut dire, c'est que le président des Émirats Arabes Unis, il s'en occupe, y compris des problèmes à caractère humanitaire, y compris les échanges. Nous lui en sommes également reconnaissants. Il y a l'Inde et la Chine qui parlent toujours de la nécessité de mettre en route un dialogue. Nous connaissons leur prise de position, c'est nos alliés très proches, nos partenaires. Nous respectons leur prise de position, mais nous savons aussi la position de Kiev qui dit tout le temps qu'il souhaite des négociations. Apparemment, ils en avaient fait une demande, mais maintenant, ils viennent de prendre une décision officielle qui interdit de mener des négociations. Cela veut dire quoi? Moi, de mon côté, en prenant la parole au Kremlin, vous le savez, au moment de la prise de la décision sur des sujets de la Fédération, j'ai dit que nous sommes ouverts, je l'ai toujours dit, nous sommes ouverts. Même à Istanbul, nous sommes parvenus à voir certains accords. À peu de choses près, ils devaient être parfaits, mais il a suffi que les troupes s'éloignent de Kiev, la volonté de Kiev de les parfaire, il n'en restait plus rien. Si la situation répète, peut-être les efforts de tous les intermédiaires reprendront dans l'intérêt de tous ceux qui s'intéressent. On continue le sujet international. Je représente la station de radio FM Mayak. Monsieur le Président, est-ce que vous avez déjà quelques certitudes à propos de votre visite en Indonésie pour le G20? Et si oui, si vous allez visiter ce sommet, est-ce que vous êtes prêt à avoir des pourparlers avec votre homologue américain Joe Biden? Il faut le demander lui aussi qu'il est prêt à avoir des entretiens avec moi. Je ne vois pas la nécessité, franchement. Pour l'instant, une plateforme pour des négociations, elle n'est pas là. Et puis, de manière définitive, il y a un problème qui n'est pas résolu, c'est mon voyage là-bas. Bien sûr, la Russie participera, et elle participera aux travaux de ce forum. Reste à préciser le format.
Mais pour dire qu'il y a des négociations directes avec qui que ce soit parmi les membres du G20 pour l'instant, il n'en est pas question. Il y en a que nous contactons en permanence, comme vous le savez. Vous venez de dire la position de la Turquie, du président turc, qui fait partie du G20. Nous sommes en permanence en contact avec lui, ce qui est le cas aussi avec certains d'autres collègues. Avec le président des États-Unis, des problèmes comme ça, il n'en a jamais été discuté. Canal One, le service fédéral de sécurité a informé récemment que la matière explosive qui a fonctionné sur le pont de Crimée apparemment a été envoyée par la mer au départ d'Odessa. Comment est-ce que ça va influer sur la position de la Russie et sur la navigation maritime à côté d'Odessa? Est-ce que nous allons faire des obstacles? Et en ce qui concerne le marché des céréales, parce que l'accord a été obtenu surtout en précisant les lieux de départ, les ports. Est-ce que ce marché ne serait pas détruit par ce Le fédéral de la sécurité, est-ce qu'elle constate vraisemblablement cette cargaison, pour ainsi dire, ou pour être plus précis, la dynamite, l'explosion a pris la mer depuis Odessa, mais ce n'est pas définitivement établi. Si cela a été fait avec des navires qui transportent du blé, pour l'instant, il n'y a pas de réponse à cette question, mais ici, des couloirs humanitaires pour les fournitures de céréales vers les pays les plus pauvres, bien que c'est sous ce prétexte-là que tout ce travail a été lancé, mais si on apprend que des couloirs humanitaires sont exploités pour faire des actes terroristes, cela mettra en doute l'exploitation future des couloirs comme ça. Pardon? Prenez votre micro. Est-ce que l'éventuelle question, la réponse elle est simple, nous fermerons, mais il faut commencer par établir pertinemment des informations dans ce sens, elles ne sont pas là aujourd'hui. Je représente l'agence Life. Récemment, Moscou a eu un homme a eu une amende parce que les côtés de la musique ukrainienne, apparemment, s'il paraît de trop, parce que si on continue dans ce sens-là, même on pourrait interdire Gogol ou les vieillards qui se continuent à écouter. Si les nazis écoutent les chansons du peuple, elles ne deviennent pas des chansons populaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut réfléchir à propos de la culture ukrainienne? Je pense que nous sommes surtout indignés par les tentatives de fermer, d'annuler la culture russe et de la démence des musiciens comme ça. La seule réaction possible, c'est de dire c'est des fous, des idiots, mais nous n'avons pas à nous comporter de la même manière. Donc, c'est la première chose. Et la deuxième, la langue ukrainienne fait partie des langues d'État, officielles d'État en Crimée, qui est l'un des sujets de la Fédération de Russie. Donc, à côté de la langue des Tatars de Crimée et du russe, c'est la langue officielle. Donc, ce n'est pas légitime en soi-même. La troisième chose, en Russie, nous avons à peu près 3 millions d'Ukrainiens qui vivent en permanence sur notre territoire. C'est des Ukrainiens. Comment serait-ce possible d'interdire leur langue, leur culture? Je comprends à quoi cela tient. Il y a l'aspect émotionnel sur fond d'émotions qui sont là aujourd'hui. C'est sur ce fond que tout cela se passe. Moi, je crois que nos habitants connaissent, aiment et écoutent les chansons ukrainiennes, la culture ukrainienne. En Union soviétique, ce qui était très populaire, c'est des chansons hit en ukrainien. Ce n'est pas à nous de suivre l'exemple de ceux, comme je l'ai dit en commençant ma réponse à votre question, donc de tous ceux qui vont annuler la culture, quelle qu'elle soit. La culture, en fait, elle n'a rien à voir là-dedans. Si aujourd'hui les dirigeants qui sont là aujourd'hui à Kiev jugent possible de soutenir des néo-nazis, de soutenir des marches au flambeau au centre-ville, dans le centre de leur ville, et les gens qui se baladent avec une symbolique nationale, il n'y a aucun lien direct avec la culture ukrainienne, s'il vous plaît. Bonsoir, journaliste Vestiaire.
J'aimerais vous poser la question sur la mobilisation. Vous avez déjà dit qu'il y a beaucoup de problèmes au cours de cette mobilisation. Il y a beaucoup de sociétés qui ne comprennent pas lesquels de leurs salariés seraient mobilisés ou non. Est-ce qu'il faut attendre une nouvelle vague de mobilisation? Est-ce qu'on va avoir une mobilisation totale et surtout les 300 000 personnes qui avaient été annoncées par le chef du ministère de la Défense russe? Est-ce que c'est toujours d'actualité ou non? Est-ce que c'est le chiffre d'actualité ou non? Oui, premièrement, le ministère de la Défense, au début, son idée était de mettre un chiffre moins grand. Ce n'était pas 300 000 personnes. Et puis, il n'y a rien de complémentaire de prévu. Aucune proposition de la part du ministère de la Défense n'est pas parvenue jusqu'à moi. Et dans l'avenir proche, je n'y vois aucune nécessité. Du désordre, oui, cela tient à des formes anciennes de comptabilisation, des choses qui n'ont jamais été renouvelées depuis des décennies. Et au moment du lancement de ces actions, on a découvert leur qualité. La base informationnelle est en train d'être modernisée. Elle sera pertinemment juste et véridique. La qualité doit être aussi améliorée. Mais c'est un travail qui touche déjà à sa fin aujourd'hui. Il y a 222 000 personnes qui ont été mobilisées sur les 300 000. Ce que je pense, en l'espace de 2 semaines à peu près, toutes les actions qui relèvent de la mobilisation seront terminées. Alexei Glavko, Russie ici pour continuer le sujet. On se trouve ici au Kazakhstan. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui avaient quitté juste après l'appel de la mobilisation de la Russie et des pays voisins. On entend de différentes choses, on les appelle parfois des traîtres au niveau de la Douma d'État et qu'il faut perquisitionner les voitures. Qu'est-ce qu'on pensait à propos de ces gens qui avaient quitté les gens après Je préférerais de faire des appréciations juridiques et pas émotionnelles. Dans chacun des cas, il faut donner une appréciation, évaluation juridique. Il y en a qui sont partis à cause des craintes, d'autres cherchent à éviter la mobilisation, d'autres encore ont d'autres considérations. Mais au cas par cas, il faut donner une évaluation juridique et puis agir sur cette seule base. Voilà, je pense qu'il est impossible d'agir autrement. Je vous en prie. S'il vous plaît. Vous, le jeune homme avec votre chemise blanche. Merci beaucoup. Gleb Ivanov, Argumenti Fakti, journal. Monsieur le Président, pour continuer le sujet de la mobilisation. Actuellement, on commence à voir les premières données sur les gens mobilisés morts et sur les soldats mobilisés. Hier, dans les régions de Minsk, avait déclaré qu'il y avait plusieurs personnes mobilisées qui sont mortes. À Moscou, il y a des funérailles d'une personne qui a été tuée le 23 septembre après la mobilisation en Ukraine, qui n'avait pas l'expérience militaire. Comment est-ce qu'il s'avère que pendant et au cours de la mobilisation partielle, que chacun mobilisé passe les exercices pour qu'ils soient préparés? Comment il s'avère qu'il n'y a même pas 3 semaines qui ne sont pas déroulées après la mobilisation et les gens sont déjà morts? Et comment est-ce que le processus de mobilisation continue? Et deuxième question, si vous permettez, après l'attentat sur le pont de Crimée, d'après vous, comment est-ce que les mesures de sécurité sont assurées sur les objets stratégiques et sur l'infrastructure, au niveau des aéroports, aux ports, aux gares ferroviaires, aux gazoducs? Est-ce que nous pourrions les protéger? En ce qui concerne la mobilisation, une fois de plus, ce que j'avais déjà dit, la ligne de contact, ça fait 1100 km. Comme ça, l'avoir exclusivement, la soutenir uniquement avec des troupes où il n'y a que des gens qui avaient signé des contrats, compte tenu de ce qu'ils participent à des opérations offensives, ça c'est la première chose, c'est impossible. Et puis toutes les personnes appelées dans le cadre de mobilisation doivent passer une préparation. Cela se passe de la manière suivante. Comme je le dis, il y a 222 000 qui font partie des troupes. Pour être plus précis, ils font partie des troupes
des unités qui assurent la formation et cette formation prend entre 5 et 10 jours. Ensuite, en fonction de la spécialité militaire, ces gens vont rejoindre des unités et là, la préparation, la formation va de 5 à 15 jours. L'étape d'après, ils participent à des troupes qui mènent des combats et encore une période de cohésion qui est indispensable entre le début de la mobilisation et aujourd'hui. Si nous regardons les valeurs minima, en principe, cela est possible. Et non seulement, je vous ai donné le chiffre 222 000 qui sont au sein des troupes qui font de la formation, mais il y a 33 000 personnes qui ont été mobilisées, qui font déjà partie des unités, et il y a 16 000 hommes qui font partie des unités qui sont sollicités pour remplir des tâches au combat. Mais si des questions qui viennent d'être formulées apparaissent, à titre supplémentaire, je demanderai au Conseil de sécurité, il y a des militaires là-dedans qui avaient fait partie du ministère de la Défense, qui ont un bon retour d'expérience, qui connaissent leur métier, c'est des spécialistes de très haut niveau. Je leur demanderai de faire une inspection pour voir comment se fait la formation des personnes mobilisées. École, je propose de passer à la question finale pour ne pas abuser du temps de Monsieur le Président. Ah oui, les garanties. Tout de suite, suite à l'acte de terreur sur le pont de Crimée, les services concernés ont sur l'ordre de renforcer les contrôles, le but étant d'assurer la sécurité de tous les objets des infrastructures stratégiques avec des actions qui s'imposent. Il s'agit des structures énergétiques à des niveaux différents, de classes différentes. Même chose concernant les structures de transport. Nous sommes un grand pays. Espérons que le travail là-dessus sera efficace. Jusqu'à présent, on a réussi à le faire. Journal commerçant, qu'est-ce que vous en pensez? Après tout ce qui s'est passé, l'Ukraine, est-ce qu'elle pourrait exister comme un État? Deuxième question. Monsieur le Président, est-ce que nous regrettez rien? En ce qui concerne, je veux que ce soit clair. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est plutôt désagréable, c'est le moins qu'on peut se dire. Mais on aurait pu avoir exactement la même chose, mais sous des formes et dans un contexte encore pire. Nous agissons à temps. Est-ce que l'Ukraine existera? Est-ce que l'Ukraine pourrait exister comme un État et comme la Russie? Mais nous n'avons pas l'intention, on ne s'est jamais posé l'objectif de détruire l'Ukraine. À l'époque, ils ont pris, en Crimée, vous avez 2,5 millions, 2,4 millions. Ils ont pris et du jour au lendemain, ils ont coupé l'alimentation en eau. Les troupes ont dû venir pour ouvrir les vannes. C'est qu'un exemple pour illustrer la logique de nos démarches. On ne l'aurait pas fait, on n'aurait pas d'autres contractions. Le pont a été dynamité. À nous de réfléchir à 10 fois pour assurer les communications avec le territoire de la Russie. Dans quelle mesure c'est important pour la Russie? À propos des frappes massives sur l'Ukraine, d'après vous, est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce que ce serait probable que ces frappes, ces attaques massives, il faut les multiplier? Maintenant, des coups massifs ne sont plus nécessaires. Des tâches d'autres sont en train de se poser, à mon avis. Sur les 29 ouvrages, il y en a 7 qui n'ont pas été touchés, tels que c'était prévu par le ministère de la Défense, mais ils récupèrent petit à petit. Il n'est pas nécessaire de porter des coups massifs, du moins pour l'instant. Merci beaucoup. C'est tout. Merci. Allez-y, une dernière question. Voilà la question finale. Monsieur Dianov, RIA Novosti. L'OTAN dit directement que
La défaite de l'Ukraine deviendrait la défaite de l'Alliance. D'après vous, est-ce que ce serait possible que l'OTAN mette ses troupes en Ukraine si la position sur le champ de combat devient catastrophique pour Kiev? Vous savez, c'est une question de compréhension de la technique juridique. Une défaite, c'est quoi? Chacun peut en faire sa propre interprétation. Le fait d'avoir vu la Crimée devenir faire partie de la Fédération de Russie en 2014, est-ce une défaite? Non, il s'agit de comprendre de quoi il s'agit. De toute manière, l'introduction des troupes, quand on les met en contact avec l'armée russe, c'est une démarche extrêmement dangereuse qui risque d'amener une catastrophe globale. La raison dit assez de faire des pas aussi dangereux. Merci, je vous souhaite le meilleur.